Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par notre cabinet de coaching et de formation Catalyse sur un thème majeur et d'actualité, l'accompagnement des violences sexistes et sexuelles. Par où commencer? Alors, quelques règles de fonctionnement avant de démarrer. Donc, ce webinaire est enregistré. Euh, on pourra vous transmettre le lien donc, ainsi que le support qui va vous être présenté par mail à la suite de ce webinaire. Et vos micros et vos caméras sont désactivés, tout simplement pour éviter pendant la présentation les bruits ambiants et les interférences, et surtout pour garantir la bonne fluidité de diffusion de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou même des questions, à utiliser le chat pour réagir, et nous reviendrons sur vos questions en fin de webinaire. Alors, le secteur de la santé est particulièrement concerné par les violences sexistes et sexuelles. On parlera de VSS. L'objectif de ce webinaire est donc de comprendre les enjeux de cette problématique majeure et de vous guider dans vos mises en action. Alors, nous sommes ensemble pendant les 30 prochaines minutes pour vous partager des informations factuelles, des recommandations qui sont adaptées avec les obligations, et pour que vous soyez en mesure de renforcer ou bien de démarrer vos actions sur ce sujet. Donc, je suis Sophie Gesselin, responsable du pôle formation du cabinet, et je suis aujourd'hui accompagnée de Maxence Mercier, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Maxence Mercier et donc moi à la base je suis psychologue du travail et docteur en psychologie. Merci Maxence. Alors peut-être vous dire quelques mots sur Catalyse. Nous sommes donc un cabinet de coaching et de formation dédié au secteur de la santé et spécialisé donc dans l'accompagnement du savoir-être auprès des professionnels de santé, et cela selon différents formats innovants, dont le e-learning, les accompagnements en équipe, etc. Et toutes nos formations sont évidemment certifiées par Calliope, et nous avons la particularité ou la spécificité de co-construire ces accompagnements sur mesure en fonction des besoins de nos clients. Alors, on intervient sur deux grands axes, tous les professionnels, qu'ils soient médicaux, paramédicaux et administratifs, dans le développement des compétences comportementales essentielles à la transformation managériale et à l'optimisation, on va dire au quotidien, de leur efficacité, de leur sérénité professionnelle. Alors, ce qu'il est important de soulever, c'est que les VSS, finalement, vont concerner ces deux grands axes. Je reviendrai au moment de la présentation des dispositifs de formation, que cette problématique peut rentrer dans ces deux grandes thématiques. Alors, vous avez ici quelques-uns de nos clients, un petit aperçu. Donc, vous pouvez voir que nous intervenons uniquement dans le secteur de la santé, mais assez largement donc, dans cet écosystème. Alors, comment allons-nous organiser ce temps ensemble? Tout d'abord, nous commencerons par un état des lieux de la situation actuelle. Où en sommes-nous par rapport au VSS? Et Maxence partagera avec vous quelques chiffres et données sur les VSS dans le secteur de la santé, et afin de mieux comprendre le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Il abordera également les mesures mises en place par le ministère et les responsabilités donc, des établissements de santé face à ce sujet. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai quant à moi, comment passer à l'action. Je vous parlerai de l'importance de la formation et au-delà, des aspects juridiques, hein, et je vous présenterai donc les solutions que Catalyse peut vous proposer pour vous accompagner sur ces enjeux qui sont, aujourd'hui essentiels. Et enfin, nous prendrons un temps de questions-réponses, et l'idée, voilà, n'hésitez pas, on va être plutôt, descendant sur cette présentation, mais au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions, noter vos remarques, et on y reviendra, on les ouvrira bien sûr à la fin de ce webinaire. Alors juste avant de démarrer, on avait une question pour vous. On voulait juste se rendre compte parmi vous qui avait déjà suivi une formation sur les VSS. Donc juste, vous pouvez lever la main dans le chat ou nous mettre, moi, ou lever la main, c'est plus simple, comme ça on voit qui est concerné, enfin, en proportion un peu de personnes qui ont déjà été sensibilisées, qui sont bien au fait. On a 2, 3, On en a 3 pour 3, l'instant. donc 3 4. personnes, 4. OK.
OK, bon, donc ça donne, une idée. En tout cas, bon, pour les personnes qui ont déjà été sensibilisées, évidemment, l'idée, ce sera là de pouvoir, observer, identifier, ou renforcer peut-être, les actions que vous avez en tête ou les sensibilisations que vous avez en tête. Et puis pour ceux qui n'ont jamais participé, ben, peut-être prendre conscience de cet état des lieux et du coup pouvoir vous projeter, sur la manière dont vous allez pouvoir, donc répondre aux différentes obligations. Je vous remercie et donc, bah, nous allons démarrer la première partie, donc de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Maxence. OK, très bien. Donc, pour commencer, cette première partie, elle va être scindée en 2 sous-sections. D'abord, des chiffres et un constat plus global sur les VSS à l'heure actuelle dans le secteur de la santé, en France. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux mesures qui ont été mises en place, et commencent à être mises en place par le gouvernement, notamment par, le ministère de la Santé. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par VSS? Les violences sexistes ou sexuelles, ça recouvre un vaste champ de comportements, d'actes, d'agissements qui sont principalement définis par le code pénal, mais également, par exemple, dans le cadre du harcèlement sexuel, par le code du travail et le code général de la fonction publique. Et l'idée, c'est que ces différents agissements, comportements ou actes vont tous être susceptibles de sanctions qui peuvent être pénales ou disciplinaires en fonction du code qui va être concerné. Et l'enjeu et la complexité, c'est que c'est assez difficile de s'y retrouver quand on parle de VSS. Et ça, c'est notamment nourri ou alimenté par le fait qu'il y a de nombreuses manifestations, plus ou moins évidentes, entre guillemets, des VSS. On pense tous assez généralement au harcèlement sexuel ou aux agressions sexuelles, mais c'est pas que ça, les VSS. Il y a des choses plus subtiles, plus subreptices. Par exemple, on pense à l'outrage ou à l'agissement sexiste. Et l'idée, on vous le présentera après dans l'aspect formation, mais ça va être d'essayer d'arriver à capter, à identifier les différentes manifestations des VSS. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on en est en termes de VSS en France. Il se trouve que l'année dernière, ça a été assez fructueux en termes d'informations. On avait jusque-là pas beaucoup d'informations sur les VSS dans le secteur de la santé et il y a eu de nombreuses enquêtes, notamment celle que je vous présentais ici, chez les médecins. Donc, c'est l'enquête de données des ailes qui a montré que 2 femmes sur 5, 2 femmes médecins sur 5 ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles au cours des 12 derniers mois, ce qui est assez énorme, vous en conviendrez, et ce d'autant plus que on estime que en France, 2 femmes sur 5 vont subir des VSS au cours de leur carrière. Donc 2 femmes sur 5 au cours de leur carrière, ici 2 femmes médecins sur 5 au cours des 12 derniers mois. Je pense qu'on peut se rendre compte de la gravité de la situation. Et également, grosse problématique, seulement un tiers des femmes qui sont victimes vont en parler dans l'établissement et dans 4% des cas uniquement, au référent VSS ou égalité, qui est censé pourtant être la personne qui doit prendre en charge ou qui doit être contactée en priorité. Concernant les hommes, donc ici, on n'a pas beaucoup de chiffres concernant les hommes en tant que victimes. C'est pas pour négliger cet aspect-là, bien évidemment. C'est juste qu'on n'a pas ces chiffres-là. Par contre, ce qu'on a, c'est les hommes en tant que témoins. Et donc, plus de la moitié des hommes médecins ont été témoins d'une situation de VSS au cours des 12 derniers mois. Et encore une fois, grosse problématique, moins de la moitié de ces témoins vont en parler dans l'établissement. Et c'est souvent à des collègues, mais c'est très rarement à la personne qui est censée normalement être en charge, à savoir le référent de l'établissement. Maintenant, chez les infirmiers et les infirmières, ici, on a des chiffres pour les hommes, pour les femmes, à savoir que plus de la moitié des infirmières déclarent avoir subi des VSS dans le cadre de leur exercice, contre un quart d'infirmiers. Donc voilà, on a cette fois les chiffres de part et d'autre. Et qui plus est, donc, à l'hôpital, c'est 57% des victimes, enfin, pardon, 57% de ces VSS vont être perpétrés par un autre professionnel de santé, donc des médecins, des kinés et différentes autres professions de santé. Et dans 18% des cas, ça va être perpétré par des collègues également infirmiers. Encore une fois, grosse problématique. 2 victimes sur 5 n'a entrepris aucune démarche. Et ça, c'est nourri par le fait que, grosso modo, la moitié des répondants ne connaissent pas leurs droits, les démarches, s'ils étaient victimes ou s'ils sont à l'heure actuelle victimes de VSS. Donc, il y a vraiment un enjeu ici concernant la méconnaissance des démarches, des procédures et des possibilités d'action. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est OK, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au VSS, outre l'aspect moral et éthique qui juste nous oblige à considérer que c'est problématique de subir des violences? On peut se poser la question au niveau de
des priorités des établissements de santé, à savoir assurer la qualité et la sécurité des soins. Et il se trouve que les VSS ont un impact sur ça, un impact très net. Et ici, là, je vais vous présenter deux résultats de revue systématique scientifique, justement pour vous amener un peu à réfléchir là-dessus. Tout d'abord, ici à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est les résultats condensés de 20 études menées dans 13 pays sur l'effet du harcèlement sexuel sur les infirmières. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a énormément d'effets sur justement les infirmières qui du coup, subissent du harcèlement sexuel. Donc, des troubles du sommeil. Donc, en général, surtout les cauchemars, mais également des difficultés à s'endormir. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il n'est pas souhaitable d'avoir des infirmiers ou des infirmières, dans le cas présent, qui soient somnolentes dans le cadre de leur exercice. Également des troubles au niveau émotionnel, dans quasiment 2 tiers des cas, surtout de la colère et de la tristesse. Encore une fois, est-ce qu'il est souhaitable d'avoir des infirmières en colère? Je ne pense pas. Dans la moitié des cas, des troubles au niveau psychologique, notamment de la culpabilité et de la perte de confiance en soi. Des troubles de la santé mentale dans quasiment, enfin, pour 2 victimes sur 5, en termes de troubles anxieux et troubles dépressifs. Et enfin, à minima, mais quand même, on parle de 1 tiers des personnes, des troubles de la santé physique. Et notamment, là, j'attire votre attention vers le troisième point, à savoir des étourdissements. Encore une fois, la question, c'est est-ce que vraiment c'est souhaitable d'avoir du personnel de santé qui va être étourdi dans le cadre de son exercice? Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas vraiment envie de ça. De l'autre côté, ici, c'est donc les résultats d'une méta-analyse. Grosso modo, c'est un condensé de toute l'information dont on dispose sur les effets du harcèlement, donc pas que chez les infirmières, de manière plus globale ici. Qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui subit du harcèlement sexuel, elle est moins satisfaite avec ses collègues et avec son manager, avec son superviseur. Et ça, c'est indépendamment de si ces personnes-là soient des complices ou le perpétrateur. Simplement, juste, quand on subit du harcèlement dans le cadre de son travail, on est moins satisfait et juste, on est moins engagé avec son entourage professionnel. Deuxième chose, les personnes qui subissent des VSS ou ici du harcèlement sont moins satisfaites avec leur travail, sont moins engagées dans leur travail et dans leur organisation. Et l'engagement organisationnel, c'est le premier prédicteur d'intention de quitter son poste ou, à l'inverse, la rétention des employés. Et également, c'est les personnes qui n'arrivent plus à travailler en équipe. Et dans le cadre de la santé, c'est un peu essentiel, le travail en équipe, vous en conviendrez. Donc, il y a vraiment une problématique. Et également, encore une fois, des troubles de la santé globale, tant au niveau physique que mental. Donc, maintenant que c'est établi, les impacts qui sont vraiment clairs et nets, tant sur les personnes que sur l'organisation et les établissements de santé, on va se poser la question de qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, l'historique, enfin, si on doit faire l'historique des différentes mesures, ça commence en 2014 avec la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui a instauré dans la fonction publique une obligation de formation, notamment sur les VSS et par exemple le harcèlement sexuel, pour tous les fonctionnaires. Et ça inclut donc les personnels médicaux et paramédicaux. En 2018, on a dans le privé, cette fois-ci, la loi Avenir professionnel qui instaure 2 choses. Déjà, et de manière assez cruciale, l'obligation de lutte contre les VSS en tant que risque professionnel. Donc maintenant, les VSS, depuis 7 ans, c'est dans la DUER, entre autres. Et également la création du statut de référent VSS ou référent harcèlement en fonction des établissements dans lesquels vous vous situez. Le pendant public de la loi Avenir professionnel, c'est 1 an après, c'est la loi de transformation de la fonction publique, avec la mise en place du plan égalité professionnelle et également la création du statut de référent égalité, qui est le pendant public du référent harcèlement au référent VSS dans le privé. 2023, on a le plan interministériel Tous et tous égaux, qui vise à renforcer l'accès aux femmes, des femmes, pardon, aux responsabilités dans la fonction publique. Et plus récemment, donc l'année dernière, en mai, on a le plan du ministère de la Santé contre les VSS avec 4 mesures qu'on va présenter juste après. Donc, quelles sont ces mesures qui donc, ont été annoncées il y a un peu moins d'1 an maintenant? D'abord, première mesure, il faut améliorer les suites qui sont données au signalement, en renforçant notamment l'efficacité des enquêtes. C'est assez simple à dire comme ça, mais c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer et mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Nous, ce qui nous intéresse chez Catalyst, c'est notamment la deuxième mesure, savoir que dans la fonction publique, et donc dans la fonction publique hospitalière, il va falloir former l'ensemble des professionnels. Et donc la formation est rendue obligatoire pour tous les professionnels. Et maintenant, il y a un délai de 3 ans
qui oblige justement tous les professionnels et les établissements de santé à être formés. Troisième mesure, l'idée c'est de déployer un dispositif de prise en charge des victimes qui est quelque chose qui est encore un peu naissant et assez peu mis en place. Et enfin, promouvoir une plus grande transparence pour mettre fin à la culture du secret, notamment avec cette notion d'omerta qui reste quand même assez prégnante. Également, donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en janvier 2025, on a eu des nouvelles mesures, notamment un nouveau plan d'action qui vise à accueillir la parole des victimes, à mieux les accompagner et à rendre plus efficaces les procédures. Et donc, on a 9 mesures dans ces annonces. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les 3 dernières. Donc, mesure numéro 7, il y a maintenant une intégration de la prévention et de la lutte contre les VSS dans le référentiel HAS pour du coup le nouveau référentiel 2025 qui donc, va être mis en place. Et les visites vont commencer donc le 1er septembre de cette année. Mesure numéro 8, sensibiliser les étudiants en santé et les professionnels de santé à la prévention, à la lutte contre les VSS. Encore une fois, on met l'accent sur cette notion de sensibilisation et aussi avec un focus particulier sur les personnes qui sont en position d'autorité, notamment donc les encadrants. Et enfin, dernière mesure, intégrer la formation au VSS donc dans le cadre de la certification périodique des professionnels de santé à ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les 6 ans, tous les professionnels de santé à ordre vont devoir se mettre à jour, se former aux dernières informations, aux nouvelles mises à jour concernant les VSS. Donc voilà pour toutes ces informations. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment un accent sur le public. Et quand on a un établissement privé, comme vous l'êtes peut-être, on peut se sentir un peu... Peut-être aussi en off, l'infirmière de toujours. On peut se sentir un petit peu perdu ou on peut se poser la question, bon, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant qu'établissement privé? Et il semble qu'il y a quand même des exigences qui sont clarifiées, qu'on va vous présenter assez brièvement, encore une fois. Déjà, les établissements de santé, comme les établissements publics, ils sont soumis à des obligations légales, et notamment, de manière assez basique, ça inclut l'obligation de sécurité de l'employeur. Les VSS, c'est un risque professionnel, au même titre que les autres risques professionnels que vous connaissez. Également, depuis donc, le 21 janvier 2025, la Haute Autorité de Santé elle a intégré des critères spécifiques qui concernent la prévention, la lutte contre les VSS dans le référentiel. L'idée étant d'intégrer cette lutte contre les VSS comme critère de qualité, de sécurité des soins, en accord avec les résultats scientifiques que je vous ai présentés, au niveau de la gouvernance. Et si vous souhaitez le critère en particulier, c'est le critère 3.2-05, qui met l'accent spécifiquement, en tout cas, sur le management ou l'encadrement médical et paramédical qui doit être formé à la prévention et à la gestion des violences sexistes et sexuelles entre autres. Et l'idée aussi, et encore une fois, pour mettre un petit peu l'accent sur l'importance que revêt les VSS pour l'HAS, les coordinateurs qui donc vont réaliser les audits de système vont également être formés, être sensibilisés à la lutte contre les VSS pour qu'ils soient à même justement d'évaluer la qualité de ce soutien-là. Et enfin, pour terminer, la formation va être intégrée dans la certification périodique, du moins maintenant, ça va être une obligation, et ça concerne tout le monde. Tous les professionnels de santé, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, doivent se former, doivent mettre à jour leurs connaissances, et les établissements de santé ont une responsabilité dans justement le fait de garantir l'accès à ces formations. Et je laisse la parole à Sophie. Merci beaucoup, Maxence, pour ces informations qui sont clés pour comprendre le contexte actuel. Et donc, pour aller dans la continuité, on voit bien combien ces dernières annonces soulignent finalement l'importance de la formation, de la sensibilisation, de la connaissance autour des VSS, puisque effectivement, la mission ministérielle, je cite, précise « Trop de personnes encore aujourd'hui ne savent pas identifier les actes qui sont en réalité des agressions sexuelles ou des viols ». C'était le point important de cette sensibilisation, de passer par cette connaissance pour pouvoir les identifier et agir derrière. Et puis, là, les échéances sont fixées finalement, puisque Maxence a mis en exergue ces dernières mesures du 31 mai. Donc, pour la fonction publique, c'est 3 ans, donc d'ici 2027, tout le monde doit être formé. Et puis, la mesure 8 du plan d'action du 17 janvier qui, effectivement, souligne l'importance de la formation, que ce soit les professionnels ou les personnes en position de management.
Voilà, et puis donc c'était chez 11 de 3 ans qu'on vous reprécise ici. Alors, comment faire? Comment procéder pour se mettre en action? Donc, il y a un point qui nous semblait évidemment important avant d'entamer toute formation, c'est déjà d'avoir posé un process clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir identifier, nommer, former les référents, BSS, référents égalité, et de créer des protocoles internes. Ça, c'est la base, hein, pour avoir effectivement les documents qui vous permettent et les process qui vous permettent d'agir. Ensuite, importance que de diffuser ces connaissances à tous. Donc, au niveau de l'écosystème, tout le monde connaisse les outils qui sont en place. Et puis, ça passe peut-être aussi par des temps de sensibilisation, hein, et de réponse aux questions qui peuvent se poser. En troisième étape, eh bien, finalement, l'importance de former, là, on retrouve les obligations, l'ensemble des professionnels, formation des managers et puis sensibilisation de l'ensemble des équipes en place. Et enfin, accompagner donc dans la durée. Hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des professionnels à Org qui étaient concernés par cette formation périodique, donc ce renouvellement au bout de 6 ans. Donc, important de voir dans le temps renouveler ses connaissances et surtout de pouvoir entre soi, au sein des établissements, partager sur la réalité de ce qui se passe au quotidien. Alors évidemment, on va vous souhaiter de connaître ces situations le moins possible, mais enfin les chiffres sont là. Donc la nécessité de se dire, est-ce que l'accompagnement a été mis en place de manière optimale? Est-ce qu'on a été opérationnel? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Important en tout cas se sentir responsable de manière collective contre la lutte contre ces BSS qui concerne chacun d'entre nous. Donc, encourager cette prise de conscience des impacts et des conséquences pour pouvoir mobiliser l'ensemble des personnels de vos structures. Alors, comment Catalyse peut vous accompagner? Eh bien, par une démarche finalement globale pour l'ensemble des professionnels. Hein. Effectivement, on peut totalement intervenir auprès des référents BSS ou égalité au sein des établissements, auprès des managers et auprès de l'ensemble des professionnels non managers en poste à travers cette démarche globale qui consiste à savoir prévenir, puis détecter, et enfin, réagir. Hein, c'est les 3 étapes, c'est de comprendre comment je peux sensibiliser, comment je peux informer pour qu'on puisse prévenir plutôt que guérir, hein, comme dit le proverbe. Et puis surtout, de pouvoir détecter, je sais identifier, pardon, j'étais un peu vite, je sais identifier quand est-ce qu'une personne potentiellement peut avoir changé de comportement, peut être différente de d'habitude. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une VSS, mais néanmoins, d'ouvrir le dialogue avec cette personne et de savoir comment on peut peut-être identifier à ce moment-là un cas de VSS. Et enfin, réagir en sachant encourager ou gérer les signalements et accompagner les victimes comme il se doit pour qu'elles se sentent en confiance pour libérer leur parole et avoir des réponses, ou en tout cas à leur situation. Alors, quelles sont les modalités que nous recommandons donc, en fonction des publics ciblés? Eh bien, déjà, on cible les 2 publics identifiés, hein, l'ensemble des professionnels et puis des ressources spécifiques pour les managers. Et ça passe d'abord par un e-learning. Alors, pourquoi cette modalité? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet d'avoir accès à la fois à la formation, mais aussi aux informations clés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein, quand vous avez un module e-learning qui soit hébergé chez vous ou si vous souhaitez qu'il soit hébergé, si nous fonctionnions ensemble chez Catalyse, l'idée c'est que tous les professionnels puissent avoir accès en permanence à ces informations. Alors, un module spécifique pour les professionnels, un module spécifique manager, mais avec un socle commun qui permet, encore une fois, de prévenir, détecter et agir. Alors, c'est sur le volet réagir, hein, où on va voir qu'il y a un différentiel, que l'on soit témoin, membre de l'équipe ou manager. Et donc, ça, c'est la partie plus spécifique de l'un ou de l'autre. Ensuite, pour les professionnels, eh bien, pour les sensibilisations, ça peut passer par différentes modalités qu'on a pu mettre en place. Ça peut être des ateliers au sein des services dans vos structures pour être au plus près des professionnels, pour pouvoir leur donner accès en tenant compte de leur réalité métier. On sait que c'est pas toujours évident de se rendre disponible tous ensemble pour suivre une formation. Donc, le passage dans les services à des heures un peu décalées peut être efficace. Donc, c'est court, mais ça permet de
sensibiliser, et puis de pouvoir échanger et de répondre aux questions, on va dire, les plus importantes. Et puis, il y a la conférence ou le webinaire à distance, hein, ça peut être 1 à 2 heures de présentation interactive pour sensibiliser. Et puis, cette modalité-là, elle peut totalement être envisagée soit en amont d'une formation pour finalement engager voilà, l'ensemble des participants, ou alors, parce qu'il y a eu un cas de VSS, eh bien, vous sentez qu'il est important de pouvoir faire réentendre à la fois les obligations, à la fois ce que sont les VSS et donc comment on peut agir. Et là, ça peut être programmé de la même manière. Côté manager, évidemment, notre recommandation première, c'est de dire que le module e-learning seul, ce n'est pas suffisant. Bien sûr que ça donne accès à de l'information, bien sûr que ça donne des clés, mais voilà, quand on est manager, on connaît sa posture de manager, la posture d'accueil de victimes est quand même spécifique et nécessite d'être travaillée et qu'on se sente à l'aise pour la pratiquer. Et aujourd'hui, c'est une responsabilité légale du manager que de devoir agir face à ces situations quand il les identifie ou quand il reçoit la confidence de quelqu'un. Donc, l'idée, ce serait d'associer ce module e-learning à soit des classes virtuelles, soit des formations présentielles, d'une demi-journée, d'une journée, après le module e-learning, pour travailler essentiellement, j'allais dire, face à des cas concrets, réels, issus du terrain et avec des échanges factuels sur cette posture d'accueil et d'accompagnement. Et puis enfin, pour cibler l'accompagnement dans la durée, les séances de co-développement peuvent être quelque chose qui sont nourrissantes et riches. Donc effectivement, avec la possibilité de mener 4 à 6 séances de partage entre pairs pour que chacun puisse monter en compétence par rapport à peut-être des blocages identifiés, des freins rencontrés, des appréhensions vécues sur le terrain et sur lesquelles on souhaite eh bien, monter en compétence. Eh bien, c'est toujours assez riche d'avoir ces échanges-là très concrets et factuels, puisque l'idée, c'est de repartir avec des pistes ou des axes de réflexion qu'on peut mettre en place en interne. Et puis enfin, pour les référents, VSS ou référents égalité, 1 à 2 journées de formation en présentiel, mais qui, là, est vraiment orientée sur l'accueil et l'accompagnement des victimes. Encore une fois, c'est un peu la spécificité de Catalyse, mais on voit combien c'est nécessaire et combien les mesures mettent l'accent. Les dernières annonces mettent l'accent sur mieux accompagner les victimes. Donc voilà pour les modalités. Alors évidemment, toutes ces formations, c'est des modalités qu'on vous présente de manière générique. On peut totalement, si vous avez un besoin spécifique ou si vous avez déjà des choses, mais ou pas du tout, s'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à nous contacter pour qu'on évalue, on étudie ensemble un peu vos besoins et qu'on puisse vous recommander ce qui serait le plus efficace. Donc, rapidement, je repasse nos spécificités. Et bien sûr, vous l'avez compris, un accompagnement axé sur la communication, puisque l'idée, c'est de pouvoir justement libérer la parole. C'est le message, il est très axé là-dessus aussi pour que les victimes se sentent à l'aise et donc de pouvoir avoir les postures, qu'on soit collègue ou manager, les réflexes de posture qui le permettent. Et puis, un parcours spécifique donc, pour les managers, parce que là encore, c'est une responsabilité qui est cruciale pour lui. Donc, lui donner les clés, leur donner les clés pour qu'ils puissent se sentir opérationnels par rapport aux actions à mener. Alors, la démarche pédagogique du e-learning, peut-être parce que c'est vrai que ça peut paraître peut-être questionnant, se dire est-ce qu'un module e-learning vraiment peut répondre à cela? Alors effectivement, on a fait en sorte que notre contenu soit ciblé, pragmatique, expérientiel, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de la descente d'informations, mais il y a des mises en situation, il y a des autopositionnements pour savoir comment on se sent face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est à éviter. Voilà, pour que ce soit le plus, on va dire, pratico-pratique pour répondre aux besoins et surtout aux difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain. C'est adaptable aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des informations qui sont plus développées si le participant le souhaite, notamment sur les textes de loi pour avoir une meilleure connaissance de la problématique. Et puis, ce qui nous tenait à cœur, effectivement, vous avez compris qu'on a la chance d'avoir Maxence dans notre équipe. Ce module a été évidemment construit en étroite collaboration, voire quasi totale collaboration avec Maxence, parce que son regard, évidemment, de psychologue du travail était très important pour nous. Ça répond de manière la plus concrète possible à ces sujets. Et puis, on a pu
là aussi, grâce à des partenaires, pu faire tester ce module par différents directeurs d'établissement et des directeurs des ressources humaines, là aussi pour nous permettre d'avoir un retour sur nos propositions. Et puis, évidemment, nos modules sont de toute façon toujours bêta-testés en fin de parcours via des professionnels de santé qui sont de différents métiers, hein, médical, paramédical et fonction support. Donc, c'est des vraies ressources précieuses pour nous, justement, pour garantir ces propositions factuelles et concrètes par rapport au secteur. Alors, je ne vais pas développer ici, mais vous allez le retrouver dans le support qu'on va vous envoyer. Il y a le détail du contenu de la formation en e-learning. Et surtout, je vais juste souligner une chose importante, ça nous tenait beaucoup à cœur qu'il y ait dans ce module une section personnalisable. C'est-à-dire que ça nous semblait important que chaque participant puisse retrouver ce qui est fait dans son établissement, qu'il puisse retrouver les documents qui sont ceux de son établissement. Donc, il y a possibilité, de manière très simple, hein, de partager les guides de procédures que vous avez en interne, les communications que vous souhaitez sur ce document, et même une petite vidéo d'une personne peut-être influente de l'établissement que vous pensez pertinent, qui peut avoir un message très court pour les apprenants. Compliqué. Voilà, l'approche immersive du module, voilà, c'était quelques petites, vous trouverez hein, dans le contenu quelques captures d'écran qui vous montrent un petit peu les mises en situation, et surtout si certains d'entre vous sont intéressés pour tester ce module, n'hésitez pas à nous mentionner dans le chat et on pourra vous faire parvenir un accès avec votre adresse mail. Un dernier point qui est important, ces formations sont obligatoires, donc il était aussi pour nous important de répondre à qu'est-ce qu'on peut faire pour valider les acquis au fur et à mesure de ce module, même s'il y a bien sûr des règles de conception. Il y a des quiz formatifs pour ancrer les apprentissages au fur et à mesure du module. Hein, donc l'apprenant peut faire, peut se tromper, peut recommencer. Et à la fin du module, il y a ce qu'on appelle une évaluation sommative pour valider l'ensemble de la formation et s'assurer que les objectifs sont atteints. Et à ce moment-là, en fonction, on peut délivrer un certificat de réalisation si besoin. Voilà, et enfin, donc là aussi, je ne m'arrête pas dessus, mais vous pourrez prendre le temps de regarder un programme. On vous a mis un exemple de programme qui pourrait être affiné selon vos besoins si vous étiez intéressé, et un exemple de fiche de contenu également pour la formation référent. Voilà, je vais donc ouvrir le temps de questions-réponses et donc si voilà, vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez même directement prendre la parole en ouvrant vos micros si c'est possible, et sinon faire le point. Je vais regarder le chat. Ouais. Ah oui, c'est la question sur les expliques. Les expliques, donc, techniquement, ne sont pas concernés par les obligations de la fonction publique hospitalière, même si c'est une mission d'intérêt public. En tout cas, ça dépend de ça dépend finalement un peu de la fonction publique, mais d'un point de vue légal, ça va être traité comme un établissement privé. Et donc, je vous redirige vers la slide qu'on vous a présentée par rapport à ça. Savoir que la priorité, c'est déjà une obligation de lutte en termes de risque professionnel. Faut adhérer au référentiel de la HS, donc depuis cette année, si vous êtes concerné par celui-ci et que c'est après le 1er septembre, votre visite, vous êtes concerné par ça avec ce critère. Encore une fois, si vous souhaitez avoir les détails, on peut vous les fournir et ça sera dans les sites. Et encore une fois, si vous embauchez et employez des professionnels de santé à ordre, ce qui est potentiellement le cas dans un explique, il faut les aider à se former. C'est une obligation, en tout cas, c'est une responsabilité partagée de l'établissement que de garantir l'accès au développement professionnel continu. Et donc maintenant, ça va intégrer les VSS de manière obligatoire. Ok, je regarde. Alors, il n'y a a priori pas d'autres questions. Est-ce que, alors, on a dépassé de 5 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou soit, ou est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à nous mettre dans le chat votre adresse mail pour confirmer votre adresse mail où on peut vous envoyer le contenu.
et si vous êtes intéressé pour découvrir notre module. Est-ce qu'il y a des questions du précédent webinaire qui peuvent être intéressantes à partager? Alors, c'était sur cet aspect, oui, on a fait un précédent webinaire, on avait cette question hein, sur les établissements privés parce que c'est effectivement un peu plus flou au niveau des obligations. Donc là, les informations apportées par Maxence sont celles qui... Et après, on avait eu des questions sur les managers. Alors effectivement, là, elles sont très claires depuis notamment la certification et le référentiel qui a évolué avec la formation des managers. Sinon, effectivement, on n'avait pas eu d'autres questions de ces aspects-là, mais l'importance que les managers aient les clés, parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre et on invite aussi à discuter de ces points-là en établissement aussi, notamment avec le référent, pour se mettre, j'allais dire d'accord, mais mettre au clair sur le process entre l'accueil d'un manager d'une confidence et le relais avec le référent bien sûr, mais il y a aussi le service des ressources humaines, etc. Donc voilà, de faire le point sur toutes les ressources disponibles et qui permettent d'accompagner au mieux, puisque c'est encore une fois la phrase assez clé des dernières mesures, des dernières annonces. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, tout d'abord, merci pour votre présence. On va donc vous faire parvenir par email le support partagé avec vous, la fiche qui récapitule un petit peu toutes les modalités de formation. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on étudie ensemble votre projet et qu'on puisse vous faire les recommandations les plus adaptées, parce que c'est ce qu'on pose là, mais il y a peut-être des petites choses à caler plus spécifiques en fonction de vos besoins. Et puis, on vous mettra également le lien vers nos fiches formation VSS de notre catalogue en ligne. Voilà. Donc, pour échanger avec nous, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez nous mettre votre email et à ce moment-là, on vous recontacte pour positionner un rendez-vous. Ou alors, vous pouvez nous contacter directement via notre adresse mail, contact@catalyse.pro ou via notre site internet où vous aurez accès aussi à cette adresse. Voilà. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui sur ce temps de pause déjeuner. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à nous laisser, même de manière très courte, votre commentaire, soit avec une réaction, soit avec quelques mots sur ce webinaire dans le chat. Et merci beaucoup par avance pour ces retours et excellente continuation à vous.